Bien, écoutez, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci de participer à ce webinaire, donc ce débat du commerce international. C'est organisé par la Fabrique de l'exportation avec Hubert Testard comme invité. C'est le quatrième débat que nous organisons depuis le début de l'année. Je me rappelle que le premier, c'était sur l'avenir du multilatéralisme dans le domaine commercial avec Philippe Varin. Nous en avons eu ensuite un plus spécifique sur la situation économique au Venezuela, compte tenu des événements, avec Henri-Jacques Citroën, et puis récemment, un webinaire plus général sur la situation du commerce international avec Antoine Bouet, le patron du CEPI. Alors évidemment, aujourd'hui, le thème, comme vous le savez, c'est l'Asie face à la guerre au Moyen-Orient et au protectionnisme américain. Alors, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que l'économie internationale traverse, c'est une évidence, une zone de turbulence provoquée essentiellement par des événements géopolitiques qui se succèdent à rythme très, très, très renforcé. Il y a eu la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques très importantes pour l'Europe en particulier. Il y a eu bien sûr la nouvelle politique commerciale très, très agressive menée par les États-Unis depuis le retour aux affaires de Donald Trump. Et puis tout récemment, donc la guerre au Moyen-Orient, avec ses conséquences directes et indirectes sur les économies de la zone et plus largement du monde. Alors, il est évidemment intéressant de voir quel est l'impact de tout cela sur les différentes zones économiques mondiales et de voir aussi quelles sont les politiques que mettent en place les divers pays pour essayer de remédier à cette situation. L'Asie, qui est le thème de notre webinaire de ce soir, est évidemment très impacté par tout cela. D'abord, très impacté directement par le protectionnisme américain, qui, on peut dire, visait en tout cas certains pays d'Asie de manière très particulière, même s'il avait aussi un champ plus général. Et évidemment, la crise actuelle sur le marché du pétrole et du gaz touche particulièrement l'Asie qui s'approvisionne très largement à partir de la zone impactée par le conflit actuel. Donc, pour essayer de décrypter cela, comme on dit maintenant, pour essayer d'aller un peu plus loin, il nous fallait un expert. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé à Hubert Testard de bien vouloir nous donner un petit peu sa vision du sujet. Donc, Hubert est un grand expert de l'Asie et des enjeux économiques internationaux. Il a fait, c'est là où je l'ai croisé, il y a très longtemps, une carrière, une brillante carrière au sein du ministère de l'économie et des finances. Il a été en particulier en poste pendant plus de 20 ans dans tous les grands pays d'Asie, on va dire, Japon, Corée, Chine, Singapour pour le compte de l'ASEAN. Il a participé évidemment à l'élaboration aussi des politiques commerciales européennes et la politique aussi aux négociations, notamment vis-à-vis de l'OMC et vis-à-vis des pays d'Asie. Aujourd'hui, il enseigne à Sciences Po, en particulier l'analyse prospective sur la Chine. Il intervient également dans le cadre de l'INALCO, donc l'Institut des langues orientales. Il est trésorier de la fondation de l'INALCO. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment un en 2021 qui s'appelle La pandémie, le basculement du monde. Et il a contribué aussi à un ouvrage collectif en 2022 sur le dossier chinois. Il contribue aussi, il dirige même la revue en ligne qui s'appelle Asialist, donc une revue en ligne spécialisée sur l'Asie, où il a rédigé un grand nombre d'articles et de tribunes. Le dernier article s'intitulant, enfin à ma connaissance, s'intitulant Blocage du détroit d'Ormuz, l'Asie prise au piège. Donc on est vraiment au cœur de notre sujet et je pense qu'on peut lui passer la parole pour qu'il nous fasse la présentation de sa vision de ces sujets pendant environ une demi-heure. Et ensuite, comme d'habitude, nous aurons l'occasion de poser, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions nécessaires. Je demande simplement à tout le monde, pendant cette présentation, de couper les micros et ensuite, pour poser des questions, de lever la main comme on le fait habituellement dans ce genre de réunion. Voilà, merci encore à tous et à toutes pour votre attention. Merci à Hubert pour pour participer à cette présentation. Donc, Hubert, je te passe volontiers la parole.
Merci Alain pour ces mots d'introduction et bonsoir à toutes et à tous. Donc deux éléments très différents dans ce que je vais vous présenter ce soir. C'est d'une part l'impact de la guerre au Moyen-Orient, parce que c'est quand même le sujet très chaud du moment sur lequel il y a énormément d'incertitudes, mais j'ai fait un focus sur ce que ça représente pour l'Asie comme enjeu, avant de passer au protectionnisme américain, qui est un sujet, lui, un peu plus long finalement, parce que ça remonte à 2025, mais ça va continuer en 2026, donc il y a pas mal de choses à dire aussi sur ce qui risque de nous arriver en 2026 avec Donald Trump. Alors, je commence par le Moyen-Orient. Premier élément évident que vous connaissez tous, c'est cette pratiquement arrêt du détroit d'Ormuz. Alors, c'est intéressant de voir que ça s'est produit dès le premier jour. C'est-à-dire que le message des gardiens de la révolution iranienne a été publié le 28 au soir, le jour même de l'attaque israélo-américaine. Donc ça avait été clairement anticipé, l'idée d'élargir le conflit, de s'attaquer aux pays du Golfe et de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc vous voyez le résultat, donc le trafic a été divisé par 10 en une journée. Et depuis, il n'a pas beaucoup repris. Il y a quelques navires qui transitent vers la Chine. Il y a des pavillons neutres qui ont réussi à faire passer 2-3 bateaux en disant qu'ils étaient chinois, donc les gens des îles Marshall, par exemple, ou de Panama. Mais ça je ne pense pas que ça puisse durer longtemps. Il y a quand même un point important qui n'est pas beaucoup mentionné, c'est le fait que le pétrole iranien, lui, continue de passer dans le détroit. Et le pétrole iranien, il va à 80% vers la Chine. Donc il y a quand même une petite ouverture pour la Chine sur les achats de pétrole, au moins en provenance d'Iran. Alors, bon, là, vous voyez un peu une image des navires qui ont été attaqués. Donc les gardiens de la Révolution ont tenu leur promesse, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué tous les bateaux qui essayaient de passer. Ils en ont attaqué presque une vingtaine. Alors, à la fois des pétroliers, également des remorqueurs, des porte-conteneurs. Bon, donc, conclusion, le détroit est effectivement complètement bloqué à l'heure actuelle. Alors, les alternatives au transport par le détroit, pour ce qui est du gaz, il n'y en a pas. Donc, ça passe entièrement par le détroit. Donc, le Qatar, qui est le gros fournisseur devant Oman et les Émirats, le Qatar a arrêté sa production et plus rien ne passe. Pour ce qui est du pétrole, il y a quand même les deux oléoducs que vous voyez ici, donc celui qui va vers Yanbu en mer Rouge, qui est l'oléoduc saoudien, et celui des Émirats qui va sur Fujairah, donc en golfe d'Oman, après le détroit d'Ormuz. Alors, il y a une possibilité pour ces oléoducs d'augmenter le transit et on évoque, alors les chiffres varient selon les sources, mais entre 2 et 3 millions de barils de jour, ce qui fait quand même à peine un quart de ce qui a été perdu. Donc c'est pas là qu'on va trouver une solution, d'autant que les Iraniens attaquent en ce moment Fujairah et attaquent Yanbu. Il y a eu une très grosse attaque sur Yanbu hier, il y en a eu plusieurs sur Fujairah, donc ça n'est pas non plus des alternatives très fiables, parce que les Iraniens, ou peut-être un jour les Houthis, qui n'en sont pas encore entrés en action, vont s'attaquer à ces oléoducs. Donc il ne faut pas avoir trop d'attentes sur les alternatives qu'on voit là. Alors sur les prix, l'effet prix, là j'ai pris un petit peu un recul sur 5 ans, parce que le point de référence pour moi, c'est la guerre en Ukraine. Et vous voyez donc en 2022, les prix du pétrole avaient atteint $120 le baril pour le Brent. On était hier à 108, on est aujourd'hui à 113, donc on est très proche des 120. Pourquoi? Parce que des lignes rouges ont été franchies hier et aujourd'hui, c'est-à-dire les installations pétrolières et gazières qui étaient relativement préservées jusqu'à présent le sont moins, puisqu'il y a eu des attaques à la fois israéliennes sur l'Iran et iraniennes sur le Qatar et sur l'Arabie Saoudite. Donc, d'où la nouvelle flambée qui est en train d'apparaître. Donc, il est tout à fait possible qu'on dépasse le seuil, le pic qui avait été atteint au moment de la guerre en Ukraine. Alors, il y a un point intéressant aussi à noter, c'est que il y a une différenciation qui se fait entre le Brent et le WTI, qui est le pétrole qui va vers les États-Unis, le marché américain. Le marché américain, on n'est pas loin de $100, mais par contre, il n'y a pas eu de flambée toute récente. Et donc, il y a un écart de prix entre les deux marchés qui est devenu important.
de l'ordre de 15 dollars actuellement, ce qui n'est pas du tout la situation normale. Alors ça, c'est quand même un peu embêtant parce que ça signifie que la pression sur les États-Unis est quand même un peu moins grande que la pression sur les Européens et les Asiatiques, parce que le Brent, c'est aussi beaucoup l'Asie. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que pour les États-Unis, cette hausse du prix du pétrole, c'est un problème pour les consommateurs, mais c'est une aubaine pour les entreprises pétrolières. Donc là, je vous donne un chiffre qui est donné par la banque Jefferies, qui dit qu'à 100 dollars le baril, les compagnies pétrolières américaines vont gagner au moins 60 milliards de dollars de profits supplémentaires cette année. Donc il y a quand même des intérêts aux États-Unis pour que ces prix du baril restent élevés. D'ailleurs, Donald Trump y a fait référence à 2 ou 3 reprises. Alors, je passe sur les containers parce que ça, c'est en train d'évoluer. Les prix étaient encore loin des niveaux de 2022, mais c'est en train de bouger assez vite. Donc, ce que j'ai là comme chiffre n'est pas forcément très fiable. Et j'en viens à la question centrale qui est qu'est-ce que l'Asie représente en fait dans ses exportations de pétrole du Moyen-Orient et du pétrole passant par le détroit d'Ormuz? Eh bien, en fait, l'essentiel, puisque c'est 84%, 85, 86% selon les sources. L'Asie fait l'essentiel, donc la Chine de loin en premier, un tiers de ce qui passe par Hormuz, mais ensuite vous avez l'Inde, la Corée, le Japon et le reste de l'Asie. Donc vous voyez que l'Europe, elle, ne représente que 5% de ses exportations par Hormuz, donc elle est beaucoup moins directement touchée. On est touché, nous, par les problèmes de prix, mais on est beaucoup moins touché par les problèmes de volume qui deviennent un sujet majeur pour les pays asiatiques. Alors, en ce qui concerne le GNL, là, on a aussi une forte concentration vers l'Asie. Là, je vous ai donné ici des chiffres du Qatar qui représentent pas loin de 90% des exportations de GNL du Moyen-Orient. Là aussi, forte concentration sur l'Asie, avec peut-être une différence par rapport au pétrole, c'est que le Japon est beaucoup moins touché parce que le Japon est beaucoup plus diversifié sur le gaz que sur le pétrole. Mais pour le reste, vous avez d'autres pays asiatiques qui, par contre, sont très fortement concernés. Je pense notamment au Pakistan, qui importe énormément de GNL du Moyen-Orient. Alors, maintenant, si on se place, non pas du point de vue des exportations, mais du point de vue des pays importateurs, c'est-à-dire la question de la dépendance, je pense que vous le savez, l'Asie est très fortement dépendante du pétrole importé par rapport à sa consommation. Alors, dans des pays comme le Japon, la Corée, on est à 100%, mais même la Chine est à 70%. Et ça, c'est relativement nouveau parce que la Chine avait une production importante, elle a toujours une production importante, mais comme sa consommation explose, cette production ne suit plus. Et on est maintenant à un niveau de dépendance chinois qui est de 70%, alors qui est un peu compensé quand même par le fait que les Chinois ont un mix énergétique qui a évolué rapidement. Il y a moins de pétrole dans le mix chinois, on est à 30% de pétrole dans le mix chinois. On est à 36% dans le mix japonais, par exemple. Donc les Japonais, eux, ont une politique énergétique qui a moins évolué que celle de la Chine. Enfin, il n'en reste pas moins que globalement, tous ces pays sont très fortement importateurs de pétrole. Et après, quand on regarde la part du Moyen-Orient dans ces importations de pétrole, elle est globalement très élevée. Alors, dans le cas de la Chine, on est à peu près à 50%, un peu plus pour l'Inde, sachant que, comme vous savez, que l'Inde importe beaucoup de pétrole de Russie. Ça a été l'évolution des 3 dernières années depuis la guerre en Ukraine. Ça a permis à l'Inde de réduire considérablement sa dépendance, mais malgré tout, le Moyen-Orient reste la zone principale d'importation du pétrole indien. Et alors pour les autres pays de la région, donc vous voyez, pour le Japon, on est à 95%. Donc le Japon, c'est 100% d'importation sur consommation et 95% au Moyen-Orient. Donc vous voyez que le Japon est vraiment très mal placé à l'heure actuelle dans le contexte que nous connaissons. Mais vous voyez que les pays de l'ASEAN sont également très, très importateurs du Moyen-Orient. Alors par contre, la situation est différente, je dirais même très différente pour le GNL, car là, l'Asie-Pacifique joue son rôle et il y a beaucoup de fournisseurs en Asie-Pacifique de GNL. Il y a l'Australie, par exemple, qui est un très grand acteur. Il y a les États-Unis aussi qui sont un grand acteur. Et il y a des pays d'Afrique qui exportent aussi. Et donc finalement, à part quelques pays comme le Pakistan et le Bangladesh, l'Inde aussi quand même,
Les autres sont beaucoup moins dépendants. Alors, le problème de l'Asie du Sud, hein, donc Inde, Pakistan, Bangladesh, c'est que là, on a des pays qui ont une dépendance sur le GNL, mais aussi sur des produits pétroliers spécifiques comme le butane et le propane, qu'ils utilisent beaucoup, notamment pour la cuisine, par exemple, ou pour les fabrications de céramique. Et là, on est déjà dans ces pays-là en situation de rupture physique. Il y a 20% des hôtels-restaurants à Bombay qui ont fermé, déjà maintenant. Vous voyez qu'on n'est pas seulement sur une question de prix, on est vraiment sur une question de pénurie physique. Alors, les réserves stratégiques, c'est un petit peu les munitions dont disposent les différents pays pour faire face à cette situation, au moins sur le court terme. Là, on a une grande différence entre les pays développés d'Asie et la Chine, qui sont relativement bien dotés, puisque vous voyez qu'on se situe entre 200 et 250 jours de réserve pour ces pays-là. Et puis après, quand on passe en Asie du Sud-Est, là, les proportions diminuent fortement. Et en Asie du Sud également, donc l'Inde a un niveau de réserve qui n'est pas énorme, de l'ordre de 60 jours. Quand on parle du Pakistan, du Bangladesh, on descend en dessous des 30 jours. Et là, je ne parle que du pétrole, dans le cas du gaz, c'est encore beaucoup moins. Donc on a vraiment là aussi une différenciation assez forte par sous-région, je dirais, en termes de risque. L'Asie du Sud étant clairement la plus exposée. Voilà, donc c'était quelques remarques pour montrer que du point de vue de l'Asie, la seule solution viable, c'est un arrêt rapide des hostilités. Ce n'est pas apparemment la direction qu'on prend en ce moment, on est plutôt dans une guerre qui est en train de franchir différentes lignes rouges. Mais c'est vrai que du point de vue asiatique, s'il n'y a pas un rétablissement de la circulation dans les trois d'Ormuz à bref délai, donc 1, 2, 3 semaines, on va rentrer dans des problèmes très, très compliqués pour cette région. Voilà, je m'arrête là, c'est quelques remarques simplement sur le sujet Moyen-Orient, avant de passer à la question du protectionnisme américain, sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps. Bon, là, il y a un historique dont il faut parler, et puis il y a des menaces à relativement court terme également. Alors, s'agissant des États-Unis, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement qui est le plus exposé en Asie par rapport au marché américain. Donc là, vous voyez clairement les différences entre les pays. Ce ne sont pas les grands pays comme la Chine ou l'Inde, ou même le Japon, qui sont les plus exposés, car ils ont des marchés intérieurs très importants. Ce sont les pays de l'ASEAN et en particulier le Vietnam. Le Vietnam est un cas à part parce que là, on a presque 100% d'exportation sur PIB au Vietnam et 30% qui vont aux États-Unis. Donc, on est dans une situation de risque maximal pour le Vietnam et c'est ça qui a obligé d'ailleurs le Vietnam à réagir très très vite quand il a fallu négocier avec les Américains. Mais les autres pays de l'ASEAN sont dans une situation qui est quand même également très exposée. Et Taïwan également est très exposé. Donc, vous voyez qu'il y a des différences importantes de point de départ, je dirais, dans cette relation avec les États-Unis. Alors, quel a été l'impact sur la croissance en 2025? Là, je vous ai donné les estimations et les prévisions du FMI le 7 octobre 2025. C'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas eu un impact considérable. Le FMI en avril 2025, quand Trump avait annoncé des droits de douane extrêmement élevés pour tout le monde, le FMI avait anticipé une chute de la croissance asiatique de 0,6-0,7 points. 6 mois après, en octobre, il a ramené tout ça à 0,2. Donc en fait, un impact assez limité. Et quand on regarde les chiffres réels de l'année, par exemple ceux du Vietnam, on est à une croissance vietnamienne de 8% quand même en 2025. Donc en réalité, il n'y a pas eu d'impact visible du choc protectionniste américain sur un pays comme le Vietnam. Sur la Chine, on a aussi une croissance qui finalement était la même que l'année précédente. Alors les chiffres chinois, il faut toujours faire un peu attention, sont sans doute un petit peu gonflés en ce moment, mais malgré tout, l'impact a été limité. Alors, donc il faut un petit peu analyser pourquoi. Sachant qu'en 2026, par contre, le FMI prévoyait un impact plus important parce que là, on entrait dans une
une application en année pleine du protectionnisme américain. Donc, on était sur un ordre de grandeur de moins 0,5 du PIB. Alors, avec ce qui se passe en Iran en ce moment, là, il n'y a pas de prévision fiable aujourd'hui, mais l'impact peut être encore beaucoup plus important. Donc, on parle de récession, clairement, maintenant, pour une partie de l'Asie, si le blocage d'Ormuz se prolonge. Et il y a par ailleurs de nouvelles menaces américaines sur lesquelles je vais revenir. Alors, un point que je voudrais souligner quand même, c'est dans ce qui s'est passé l'année dernière, c'est comment la Chine d'une part et l'ASEAN d'autre part ont pu s'adapter au protectionnisme américain. Dans le cas de la Chine, bon, il y a clairement un choc sur les exportations vers les États-Unis, on était à peu près moins 20 l'année dernière, mais ça a été plus que compensé par des exportations en forte croissance sur l'ASEAN en premier lieu, mais aussi l'Union européenne, et également d'autres zones plus éloignées comme l'Afrique ou l'Amérique latine et centrale. Ce qui veut dire que la Chine a considérablement diversifié en fait ses exportations pour compenser le recul américain. Et quand on regarde à droite, là vous avez les tendances par trimestre, c'est quand même intéressant de voir que bon, la ligne bleue, c'est celle concernant l'Europe. Au quatrième trimestre 2025, les exportations vers l'Europe de la Chine sont 2 fois supérieures à ce qu'elles sont vers les États-Unis. 2 fois supérieures. Ça veut dire que le premier marché en dehors d'Asie, le premier marché pour la Chine, c'est l'Europe. Ce n'est plus les États-Unis. Donc ça, c'est déjà en soi un changement considérable. Et quand on regarde les chiffres, on compare les chiffres avec l'Amérique latine, États-Unis, Amérique latine, et si on intègre non seulement les exportations chinoises, mais aussi les importations, eh bien, le commerce bilatéral avec l'Amérique latine, il est aussi important maintenant que le commerce bilatéral avec les États-Unis. Donc ça, ce sont des changements structurels qui sont quand même assez impressionnants. Alors, il y a probablement dans les chiffres très bons sur l'ASEAN un élément de transit vers les États-Unis sur lequel je vais revenir. Parce que quand vous regardez la situation de l'ASEAN, on est dans une problématique totalement différente de celle de la Chine, puisque là, ça stagne vers l'Asie, donc il n'y a pas de progression significative des exportations de l'ASEAN vers l'Asie, en particulier pas sur les Chines, alors qu'ils absorbent beaucoup plus de produits chinois. Il y a par contre une progression significative vers l'Europe et l'Afrique, l'Amérique centrale, mais le pays qui attire le plus d'exportations de l'ASEAN, c'est les États-Unis, ce qui est totalement contre-intuitif. Alors ça tient à 2 choses. La première, c'est que ces pays-là ont su anticiper le choc du mois d'août 2025. Par exemple, le Vietnam a fait progresser ses exportations de 40%. Donc il y avait un front-loading massif d'exportation de l'ASEAN vers le marché américain avant l'imposition des droits de douane, ce que la Chine, elle, n'a pas pu faire parce qu'elle était touchée beaucoup plus tôt. Et en plus de ça, je pense qu'il y a eu également des effets de transit massif de produits chinois par l'intermédiaire de l'ASEAN vers les États-Unis. Donc les chiffres, la baisse des chiffres chinois est probablement en partie trompeuse. Les douaniers américains sont supposés contrôler ça, ces problèmes de transit. Ils ont négocié avec les Vietnamiens pour que les droits de douane sur les produits en transit soient à 40% au lieu de 20%. Seulement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore mis en place, en tout cas en 2025, ils n'avaient pas mis en place les mécanismes qui leur permettaient de surveiller vraiment ça. Et c'est d'ailleurs extraordinairement difficile. J'ai de gros doutes sur la capacité des douaniers américains à vraiment maîtriser ces transits par différents pays qu'organise la Chine. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même, pour l'ASEAN, il y a un problème dans tout ça, c'est que c'est un peu le même problème que pour nous, Européens, c'est qu'on absorbe beaucoup plus de produits chinois et on ne vend rien de plus à la Chine. Donc il y a quand même clairement un problème dont Macron avait parlé, le président chinois, sans beaucoup de succès. Alors, je rappelle brièvement ce qui avait été fait en 2025, donc les annonces de Trump en rouge au niveau des droits de douane et puis ensuite ce qui a été négocié. Donc en gros, la méthode Trump, c'est je te tape sur la tête très fort, enfin j'annonce que je vais te taper sur la tête très fort, et si tu me fais des gros cadeaux, je vais taper moins fort. Voilà, donc en gros, c'est ce qui s'est passé, avec beaucoup d'efficacité, pour connaître.
Parce que j'ai jamais vu une négociation aussi asymétrique que celle qu'a donnée Trump avec tous ces pays, où il a obtenu énormément de choses en augmentant ses droits de douane. Donc, totalement à rebours de tout ce qui se fait en matière de libre-échange, par exemple, où là, c'est quand même réciproque. Là, on n'a rien de réciproque. Et alors, qu'est-ce qu'il a obtenu en échange? Ben, il a obtenu beaucoup de choses. Là, je vous ai fait une liste, je ne vais pas commenter point par point, mais ce qui est intéressant, c'est que les pays en développement d'Asie ont accepté beaucoup d'ouverture de marché. Donc, les Vietnamiens ont dit, bon, ben, zéro droit de douane sur tous les produits américains. Les Thaïlandais, c'est 91% des limites tarifaires à zéro droit de douane. Les Indonésiens, 99%. Donc, très gros engagements des pays en développement d'Asie pour ouvrir leur marché aux produits américains. Et puis, des engagements aussi pour acheter des produits alimentaires, de l'énergie, des avions, etc. Du côté des pays développés, par contre, c'est assez différent parce que là, le marché japonais ou coréen était déjà largement ouvert. Ce qu'ils ont fait, c'est que ce que les Américains ont négocié, c'est des achats importants de produits énergétiques, agricoles et autres, mais aussi et surtout des investissements. Investissements sur le marché américain. Donc là, on a 350 milliards de dollars sur 3 ans pour le Japon, non, 550 pour le Japon, 350 pour la Corée, 120 pour Taïwan. On est à peu près 1000 milliards de dollars d'engagement d'investissement sur 3 ans par ces 3 pays sur le marché américain. Donc c'est tout à fait considérable. Alors c'est des engagements des gouvernements, ce sont les entreprises qui décident in fine. Donc on va voir ce qui va se passer réellement. Mais on a quand même déjà un certain nombre d'indications sur les très fortes augmentations d'investissement. Par exemple, le Taïwanais TSMC aux États-Unis. Donc là, on est sur des ordres de grandeur tout à fait considérables. Donc voilà ce qui a été obtenu, alors qui est maintenant remis en cause, parce qu'entre-temps, la Cour suprême a invalidé la base légale à partir de laquelle les États-Unis avaient obtenu ces résultats, donc le fameux International Emergency Economic Powers Act, que Trump a utilisé et qui est considéré comme une base illégale par la Cour suprême. Donc, qu'a fait Trump? Il a immédiatement, le jour même où la Cour suprême annonçait sa décision, il a invoqué une autre partie du Trade Act, qui est la section 122, qui lui permet d'imposer des droits de douane jusqu'à 15%. Alors, il a commencé par annoncer 10, puis le lendemain, il a annoncé 15. Et 15% pour motif de déficit important de la balance des paiements. Bon, le seul problème de ça, c'est que ça dure 150 jours et après, il faut que le Congrès approuve. Donc, il y aura quand même je dirais, un risque important pour Trump dans ce délai de 150 jours, ce qui nous amène au mois de juillet, en gros. Donc, sachant cela, Trump a lancé aussi avec l'USTR une série d'enquêtes au titre de la section 301 qui, elle, vise les pratiques commerciales déloyales. Alors, c'est une section qu'on connaît bien parce que les Américains la pratiquent depuis longtemps. Sauf que là, elle prend des proportions colossales, c'est-à-dire qu'il s'attaque à la fois l'Union européenne et puis une douzaine de pays asiatiques, avec l'objectif d'aboutir à des décisions d'ici le mois de juillet. Donc, on est dans une situation qui est préoccupante, chacun essayant d'anticiper ce qui va se passer, de renégocier éventuellement les accords actuellement convenus l'année dernière. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de flou et beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer cette année. Alors, je termine rapidement avec 2 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est que les pays qui ont été touchés par le protectionnisme de Trump ont réagi en essayant d'ouvrir davantage leur marché à d'autres pays. Et là, je prends l'exemple de l'Inde, parce que l'Inde a vraiment complètement changé de méthode, de point de vue sur le commerce international. L'Inde était assez protectionniste, et là, en un an, Modi a négocié des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni, avec Oman, avec l'Union européenne. Il a un accord maintenant avec les États-Unis. Il renégocie l'accord avec le Japon et il lance des négociations avec le Canada. Et en plus de ça, il ouvre largement le marché indien aux investissements étrangers qui peuvent maintenant, dans certains secteurs, venir à 100% sans autorisation préalable. Donc ça, c'est un changement majeur, avec une limite, c'est que ça ne concerne pas les Chinois. Donc c'est libre-échange pour tous, sauf la Chine, dans l'approche indienne. Mais c'est quand même intéressant à noter parce qu'il y a probablement des opportunités pour nous à saisir sur le marché indien.
Et tout dernier point, c'est le fait qu'à mon avis, au-delà du protectionnisme de Trump et même de la guerre au Moyen-Orient, on a un autre enjeu fort pour nous Européens, qui est le risque chinois. Alors, c'est quelque chose qui a été souligné dans un rapport du Haut Commissariat au Plan, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et que je vous conseille de lire parce qu'il est très documenté, qui s'intitule «L'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois», et qui montre qu'on a vraiment des soucis à se faire sur plusieurs pans de l'industrie européenne face à la montée en puissance de la Chine. Car on est déjà avec une Chine qui représente un tiers de la production industrielle mondiale, qui va représenter probablement 40% d'ici 10 ans, et on parle de 50% en 2050. Donc, autant dire que la Chine, non seulement est numéro 1, mais devient dominante dans beaucoup de secteurs, grâce à une liste d'avantages comparatifs que j'ai montré là. Je vais pas les commenter, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, on a une réaction européenne qui s'organise en ce moment. Il y a un projet de règlement européen qui vise quand même à vraiment favoriser les produits européens et à créer des conditions pour les investissements étrangers, notamment chinois, en termes de localisation et de transfert de technologie. Alors, ça va être une bataille interne très importante, mais si elle aboutit, ça permettra sans doute de rétablir un tout petit peu l'équilibre des forces par rapport à la Chine. Voilà, ça fait beaucoup de sujets, mais je vous remercie en tout cas de votre attention. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous aurez en tête. Bien, merci beaucoup Hubert. C'était passionnant. Il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres très clairement présentés sur les deux thèmes qui sont effectivement assez différents, mais tous les deux concourent disons, à accroître l'incertitude à l'heure actuelle. Donc, je vais ouvrir je vais ouvrir la parole à ceux qui souhaitent poser une question. Je vois que Sarah Temple-Boyer souhaite poser une question. Donc, Sarah, tu as la parole pour poser une question. Voilà. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant, avec beaucoup de données actualisées, enfin, Oui. c'était vraiment passionnant, merci beaucoup. J'aurais deux questions qui font appel à évidemment votre expertise et votre connaissance de l'Asie, en termes de, premièrement, ce que vous aviez dit sur la dernière partie, c'est-à-dire compte tenu des concessions importantes qui ont été obtenues par les États-Unis lors de la négociation des accords en 2025, et vous évoquez leur possible remise en cause, est-ce que, de par votre connaissance de la mentalité aussi, on va dire, asiatique et de leur manière de négocier, est-ce que vous envisagez réaliste qu'ils puissent rediscuter ces concessions importantes, notamment les investissements qu'ils ont promis, au regard d'une part de la situation actuelle qu'ils subissent par ailleurs du fait de la crise pétrolière dont ils sont assez dépendants pour la plupart, d'après ce que j'ai compris, et également des enquêtes en fait en cours, parce qu'on a le sentiment en fait quand même que Donald Trump a toujours un coup d'avance, il est assez fort, il faut le reconnaître. Et est-ce que ces deux tendances en fait ne prennent pas en étau les Asiatiques, au point que quand bien même ils auraient des velléités de renégocier les concessions faites, en ont-ils la capacité? Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est aussi une autre question relative à l'interprétation que font les Asiatiques de la stratégie américaine, qui semble quand même assez préméditée d'une certaine manière, sur la reprise en main, en fait, peut-être à des fins de suprématie économique, géopolitique ou énergétique, on va dire de la ressource majeure pétrolière, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser quand même qu'il y a une sorte d'alignement des planètes, si je peux dire, même si les raisons des attaques ne sont pas les mêmes, mais entre le Venezuela, ensuite l'Iran, on a quand même le sentiment qu'il y a une volonté peut-être américaine de reprendre en main, alors même qu'eux-mêmes ne sont pas tellement dépendants en réalité du pétrole, puisqu'ils sont plutôt autosuffisants. Et donc, la manière dont les Asiatiques perçoivent ça, est-ce que dans leur vision du temps long, dont je sais que c'est plutôt leur logique,
Est-ce que, à votre connaissance, ils ont ce sentiment que c'est quand même un projet qui s'inscrit, on va dire, vraiment dans une stratégie de renversement des forces, en fait, au niveau énergétique, sachant que la Chine, par ailleurs, est très forte au niveau des terres rares, très incontournable, on va dire. Voilà. Je suis désolée, j'espère que je n'ai pas été trop longue dans la manière de poser les questions. Non, je vous en prie. Alors, pour la première question, vous savez, on essaye toujours de renégocier. Hein. Donc, les Asiatiques, aussitôt signer les accords, et essayent de voir s'ils ne peuvent pas quand même obtenir un peu mieux sur tel ou tel point. Ils l'ont fait d'ailleurs. Il y a eu des cas, par exemple, les Indonésiens ont obtenu des exemptions sur certains produits dont les Américains se sont rendus compte qu'il leur était nécessaire, comme par exemple l'huile de palme. Vous voyez, donc, il y a toujours des sujets sur lesquels on peut rediscuter. Alors là, le problème principal, c'est comment vont évoluer les enquêtes de l'USTR. Si les enquêtes de l'USTR conduisent à des mesures protectionnistes encore plus importantes que ce qui avait été négocié l'année dernière, là, évidemment, il va y avoir une résistance des pays asiatiques et une tentative pour essayer d'éviter que la situation soit détériorée. Si par contre, ça se traduit par des choses un peu moins vastes en termes sectoriels, parce que normalement, une enquête de l'USTR, c'est quand même sectoriel, hein, donc ça peut difficilement toucher tous les produits, quoi. Donc, il est possible quand même qu'il y ait des choses qui soient utiles et qui permettent aux Asiatiques d'obtenir une situation un peu meilleure. Mais dans l'attente d'y voir plus clair là-dessus, ils vont évidemment éviter, et ils ont évité de remettre en cause des accords. C'est-à-dire qu'ils auraient pu le faire. Ils auraient pu dire, bon, bah, puisque la base est illégale, il n'y a plus d'accord, on laisse tout tomber. Ça n'a pas été du tout la réaction asiatique. Au contraire, ils n'ont rien dit là-dessus et ils ont au contraire continué à travailler. Je vois que les Coréens, par exemple, ont essayé de formaliser quel serait le contenu de ces 350 milliards de dollars d'investissement qu'ils vont faire aux États-Unis. Les Japonais y travaillent aussi. Donc, ils continuent à travailler comme s'il y avait toujours les accords, en fait, hein, je pense. Mais avec l'idée qu'ils pourront ajuster en fonction de ce qui se passe d'ici le mois de juin et avec l'USTR. Bon, voilà un peu comment je ressens les choses. Alors, sur la question de la reprise en main du pétrole par Trump, ben oui, Trump a une obsession pétrolière, donc d'une manière générale. Donc, que ce soit aux États-Unis, ailleurs dans le monde, l'obsession de l'accès aux ressources. Enfin, on avait pensé à un épisode Groenland, donc là, il n'y a pas uniquement pétrole disponible, enfin, il y avait quand même en arrière-plan des matières premières. Oui, Trump a ça en tête. Je crois que les Asiatiques ne se font pas d'illusions là-dessus. En même temps, c'est quand même bon. Enfin, ça va pas être simple. Hein, ça va pas être simple, ça, parce qu'il a quand même créé une situation qui est très pénalisante pour les pays du Golfe. Donc, comment ces pays vont gérer la suite, on ne sait pas, mais ils ne sont pas forcément dans les dispositions à faire des cadeaux aux Américains, quoi. Donc, je crois que là, vraiment, on est dans le flou complet sur comment les choses vont évoluer. Je n'ai pas j'ai pas d'idée précise, honnêtement, sur la question. Mais qu'il y ait une intention américaine de renforcer la masse sur le pétrole, oui, ça c'est clair. Merci beaucoup, merci. Merci. D'autres questions? Je ne vois pas de main se lever à ce stade, ce qui m'étonne. Moi, j'aurais une question, Hubert. Tu mentionnais tout à l'heure sur la question chinoise, le rapport du Haut-Commissariat au plan sur le rouleau compresseur chinois et qui effectivement a fait un peu de bruit chez nous et en Europe. Est-ce que les pays d'Asie, des autres pays d'Asie, enfin je mets à part l'Inde évidemment qui a une relation toujours très difficile avec la Chine, mais est-ce que par exemple les pays d'ASEAN, les autres pays d'Asie sont aussi préoccupés par cette montée en puissance chinoise ou est-ce que c'est une préoccupation essentiellement européenne et américaine? Voilà. Je crois qu'ils le sont. Je crois qu'ils le sont, mais en même temps, à un moment où le commerce international, où il y a ces coups de boutoir américains contre eux, il y a aussi la tentation de se rapprocher de la Chine. Ce qui se passe avec la Chine, c'est qu'il y a des tentatives de rapprochement, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. C'est-à-dire qu'en réalité,
les pays de l'ASEAN sont un petit peu pris en étau et sont je dirais, des supplétifs des chaînes de valeur chinoises. Donc, ça leur est assez difficile de s'affranchir de ça et c'est clairement une préoccupation pour eux. Donc je pense qu'il n'y a pas, du côté de l'ASEAN, je pense qu'il y a quand même une vraie inquiétude par rapport à la Chine qui se manifeste d'ailleurs par pas mal de plaintes anti-dumping ou anti-subvention qui sont lancées par les pays de l'ASEAN. Donc, ils sont quand même relativement actifs là-dessus pour essayer de limiter l'assaut des produits chinois quand ça tombe sur des secteurs où il y a une évidence de dumping, par exemple. Voilà, donc je pense que oui, il y a une préoccupation, mais en même temps, c'est quand même la Chine le grand marché voisin. Donc il y Oui, a évidemment une tentation d'être toujours en bon terme avec la Chine autant que possible. d'accord, d'accord. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique là. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Je ne vois pas, j'ai perdu l'écran. Il y a, il y a moi, de nouveau. Vas-y. Désolé. Oui, c'était pour rebondir sur le dernier point. Effectivement, je n'ai pas vu le rapport du Haut Commissariat au Plan, mais qui a l'air intéressant. Et vous parliez d'un règlement Voilà. européen qui serait dans les tuyaux actuellement, qui viserait à essayer d'essayer de prévenir, on va dire, les conséquences de cette invasion, entre guillemets, hein, chinoise. Alors, compte tenu des délais d'adoption des règlements européens, que nous ne sommes quand même pas très réputés pour notre comment dire, réactivité à des moments où il faudrait l'être. Je me posais la question, vous parliez de politique anti-dumping côté ASEAN. Est-ce que vous avez entendu, moi je n'ai pas encore fait la recherche, j'y pense là, est-ce que vous avez, parce que les politiques anti-dumping sont quand même un peu plus rapides en termes d'adoption en principe, même au sein de l'Union européenne. Même si, bon, voilà, c'est plus rapide qu'une proposition de règlement en tout cas. Est-ce que vous avez entendu que l'Europe, de votre côté, que l'Europe envisageait aussi, en parallèle d'un règlement, ce type de défense que les pays de l'ASEAN, a priori, envisagent de leur côté? Ben, il y a des propositions pour accélérer les procédures anti-dumping européennes. Bon, on en a quand même pas mal hein, sur la Chine en ce moment. Mais l'anti-dumping, il y a d'abord quand même un problème, c'est que ce sont des enquêtes assez longues. Hein, malgré tout. C'est quoi, un an en général, une enquête anti-dumping? 9 mois, un an. Après, vous avez les droits provisoires, puis les droits définitifs. C'est quand même des processus assez longs et sur des secteurs assez ciblés. Le projet dont on parle là, de règlement, l'industrial acceleration act, c'est beaucoup plus global. Et là, ça vise vraiment à considérer que la préférence communautaire est une obligation, ce qui est tout à fait nouveau, hein, parce que l'Europe ne fait pas ça. On a essayé, nous, Français, longtemps de l'obtenir, on n'y était jamais parvenu. Là, c'est en train de se faire. Alors, de se faire, si on arrive à avoir un consensus entre tous les pays, donc les Chinois vont certainement tout faire pour affaiblir le consensus communautaire sur le sujet. Ils ont déjà manifesté leur mécontentement par rapport à ce projet. Donc, il y a toujours les pays faibles comme la Hongrie, la République, la Slovaquie, etc., les Bulgares, enfin bon, on a toujours nos points faibles en Europe, mais on a quand même, quand vous voyez le rapport du Haut Commissariat, il y a quand même un point frappant, c'est que le pays le plus touché aujourd'hui par ces problèmes industriels, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. Parce que c'est les pays qui ont encore une industrie. Bon, nous, on a une industrie qui est assez ciblée. Enfin, on a des bases industrielles beaucoup plus limitées que les Allemands. Dans le rapport du Haut Commissariat, il y a quand même un chiffre qui est assez frappant, c'est le fait que l'Allemagne a perdu 240 000 emplois industriels en 2 ans. Donc, on est en choc frontal maintenant entre l'industrie allemande et l'industrie chinoise. Donc ça peut quand même faire évoluer les choses dans le rapport de force intra-européen, puisqu'on se trouve en alliance objective, nous Français, avec un certain nombre de pays qui étaient traditionnellement libre-échangistes, mais qui sont en train de réaliser qu'ils sont ils doivent faire face à une menace qui devient existentielle. Merci. Merci Hubert. D'autres questions sur ce thème-là ou sur le thème énergie, évidemment?
Je vois pas de main se lever. Moi, j'ai une autre question aussi, puisque tu mentionnais le rapport du plan, dont l'analyse est effectivement extrêmement intéressante et assez inquiétante en termes de chiffres, de données économiques sur la montée en puissance de la Chine. Mais le point qui a fait polémique, c'est la proposition finale du rapport, donc qui proposait pour défendre l'industrie européenne, de mettre en place des droits de douane à hauteur de 30% ou d'évaluer l'euro par rapport au yuan renminbi à peu près du même montant. Et ça crée toutes sortes de débats avec beaucoup d'opposition à cette mesure. Toi, quelle est ta vision de spécialiste de l'Asie sur ce... Je pense que ces propositions, effectivement, ne sont pas viables. Déjà, par exemple, imposer 30% de droits de douane sur la Chine, ça veut dire faire comme Trump, ça veut dire ignorer complètement les règles de l'OMC, ça veut dire ignorer tout ce qui fait un peu les fondamentaux aussi de la vision européenne du commerce international. Donc, ça me paraît pas crédible comme proposition. L'autre proposition sur le yuan est encore moins crédible parce que là, d'abord, on n'a pas la main, c'est-à-dire comment fait-on pour faire ça. Alors, les références qui sont prises dans le rapport, c'est les accords du Plaza entre les Américains en 1925, mais ça, c'était des accords. Alors, c'était entre un pays quand même dominant par rapport à un pays allié relativement dominé, qui était le Japon. Ça a donné des résultats catastrophiques pour les Japonais, d'ailleurs, puisqu'on a assisté à un doublement du yen qui ensuite s'est traduit par une crise japonaise qui a duré 10 ans. Genre, je suis en conférence, je te rappelle. Ce qu'on a appelé la décennie perdue. Oui, Georges. Je demande à ceux qui ne parlent pas de couper leur micro. Là, je te rappelle. Je demande... Pardon. À tout à l'heure. Bon, donc non, honnêtement, les propositions ne me paraissent pas crédibles, mais je ne suis pas sûr que les auteurs du rapport croyaient vraiment qu'on allait Donc, je pense qu'ils ont plus fait ça pour provoquer le débat et essayer d'obtenir sans doute autre chose, qui est justement qu'on avance sur le Industrial Acceleration Act, enfin qu'on avance sur des domaines sur lesquels là, par contre, du côté de la Commission, on veut avancer, quoi. Donc, je crois que c'était plutôt provocateur qu'autre chose, ces propositions, pour moi. Oui, très bien, je comprends. C'est un petit peu aussi ce que je pensais du sujet, en ce qui me concerne. D'autres questions? D'autres mains? Moi, j'avais alors une question aussi sur le thème énergétique, enfin le thème que tu as traité au début. Tu as mentionné effectivement le fait qu'il y avait une relation traditionnelle entre l'Inde et la Russie, notamment dans le domaine énergétique. Quelle est la situation par rapport à la Chine, enfin disons Chine-Russie? Et puis pour les autres pays, est-ce que ça peut être une tentation pour essayer de remédier aux difficultés actuelles du détroit de Hormuz, d'essayer de relancer des achats de pétrole et de gaz en Russie, ou est-ce que ça restera limité plus ou moins au flux actuel? Ah non, c'est clair qu'il y a une opportunité énorme pour la Russie. Alors, bien sûr, l'Inde, donc là, les Indiens vont rétablir des courants d'importation qu'ils avaient diminué sous pression américaine. Donc, maintenant, les Américains leur ont donné un waiver d'1 mois, donc ils vont en profiter. Les Chinois, bien sûr, aussi, vont relancer. Alors, les Chinois étaient en train de diminuer un peu leurs importations en provenance de Russie. Donc là, ils vont aller dans l'autre sens. Les Thaïlandais sont en train de se rapprocher de la Russie. Le Vietnam, enfin tout le monde est en train de se rapprocher de la Russie. Alors il y aura des limites parce que les Russes ne peuvent pas non plus augmenter à l'infini leur capacité, mais il est certain que pour la Russie, c'est une opportunité exceptionnelle. Et donc il va y avoir, et notamment une opportunité pour augmenter leur prix aussi. Parce qu'ils avaient consenti des ventes à bas prix aux Indiens. Maintenant, c'est fini les ventes à bas prix. Ça va être les prix du marché. Voilà. Donc ça, c'est pas très rare. Oui.
une opportunité qui est exceptionnelle pour la Russie. Ça avait été dit par Barroso d'ailleurs récemment en disant que finalement le seul vainqueur de cette guerre c'était la Russie. Oui, c'est pas faux. Oui, Sarah, tu as une question? Oui, sur le waiver dont vous faisiez mention juste à l'instant que j'ai vu aussi, est-ce que vous pensez que ça peut donner un indice sur la fin de la guerre? Est-ce que ce waiver d'un mois, est-ce que c'est un signal à votre sens de ce que Trump envisage comme durée effective de la guerre en Iran? Enfin, est-ce qu'on peut avoir je sais que ce sont des pronostics évidemment très incertain, mais est-ce que de votre analyse, ça peut être interprété comme cela? Et sachant que je reviens sur un point qui était très intéressant dans votre graphique que je ne connaissais pas sur la différence et le décrochage en fait de prix du baril du pétrole suivant s'il est destiné aux États-Unis. Vous disiez qu'effectivement pour l'instant c'était un peu une manne financière pour les entreprises pétrolières, certes, mais donc, Trump aux États-Unis va avoir aussi des échéances importantes au niveau politique interne. Et déjà, j'ai eu le sentiment que la population est quand même assez en train de se désolidariser un peu de lui, parce que le pouvoir d'achat, c'est compliqué aux États-Unis. Enfin, finalement, les consommateurs sont a priori les plus impactés aussi par les tarifs, parce qu'eux n'obtiendront pas de remboursement de l'annulation des tarifs IEPPA. Donc, il a quand même beaucoup d'enjeux électoraux, enfin, en tout cas, de politique interne. Et donc, les deux liés, est-ce que votre sentiment, c'est, bon, il a envie d'aller vite parce que c'est sa nature, est-ce qu'on peut se dire du coup qu'un mois, c'est peut-être un maximum qu'il envisage aussi pour ne pas entraîner une ire populaire contre lui voilà. Oui, alors je ne crois pas qu'il y ait de lien forcément avec ce qu'il a dit aux Indiens, parce que là il a dit un mois, mais il peut leur dire hein, vous aurez un mois de plus dans un mois. Enfin, bon. Mais par contre, que Trump ait envisagé une guerre courte, ça paraît relativement évident. Je pense qu'il n'avait pas imaginé que la guerre puisse se prolonger au-delà de quelques semaines. Il avait dit dès le départ, d'ailleurs, que ce ne sera qu'une affaire de quelques semaines. Mais bon, il n'est pas tout à fait le seul à décider, puisque les Iraniens aussi ont un point de vue sur le sujet. Et eux, manifestement, ils sont dans une logique de guerre plus longue, pour créer un maximum de dégâts dans l'économie mondiale et pour Donald Trump. Donc voilà, on est dans cette situation et c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Du côté des consommateurs américains, ça commence à grogner très sérieusement. Je pense que les midterms se présentent déjà très mal pour Trump avant même la guerre en Iran. Je ne pense pas que cette guerre améliore son image et ses chances de succès à l'automne. Donc oui, il va être sous pression. Il est sous pression forte, très forte. Mais en même temps, il ne veut pas sortir de ça sans pouvoir afficher une victoire. Voilà, donc on va voir comment ça se conclut. Parfait, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Je ne vois pas de main se lever, pardon. Pardon, excusez-moi, voilà, je suis en train de retrouver mon écran. Donc, je pense, excusez-moi, j'ai un petit problème technique là. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Bon, parfait, parfait, parfait. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres mains qui se lèvent, je pense qu'on peut remercier Hubert vraiment pour sa présentation qui était extrêmement complète, où il y avait beaucoup d'informations, je trouve extrêmement utiles sur les deux thèmes, qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus précise de la situation et des enjeux économiques pour tous ces pays qui sont quand même assez variés. Donc merci vraiment Hubert et merci de cette présentation. J'en profite aussi pour vous signaler à tous que la prochaine réunion de ce type-là aura lieu. La prochaine réunion de ce type-là aura lieu le 8 avril prochain au soir et que nous aurons le choix de recevoir Nicolas Dufour, donc le patron de la BPI, qui là donc va nous parler certainement de sa vision
de la réindustrialisation de la France et comment faire le lien entre industrie et commerce extérieur. Donc voilà. Donc je vous engage aussi, nous enverrons des invitations prochainement là-dessus et je vous invite à suivre cette réunion exceptionnelle le plus nombreux possible. Voilà, merci à tous, merci Hubert encore une fois, merci à vous tous pour suivre ces opérations de la fabrique de l'exportation et donc à très bientôt le 8 avril pour le prochain débat du commerce international. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.